Les faux demandeurs d'asile, désolé de le dire comme ça, c'est la majorité de ceux qui présentent des demandes d'asile en Europe. En fonction des années et en fonction des pays d'Europe, vous avez entre 70 et 80% des demandes d'asile qui sont rejetées parce qu'elles ne sont pas justifiées. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de détournement du droit d'asile. Bonjour Fabrice Légéry. Bonjour. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici aujourd'hui ? Alors je suis député français au Parlement européen, membre du Rassemblement national et membre du groupe des Patriotes pour l'Europe au Parlement européen. J'ai été invité aujourd'hui à cette conférence sur le thème migration, remigration, pourquoi les frontières sont-elles importantes ? J'ai été invité, je pense, parce que dans le cadre de mes fonctions parlementaires européennes, j'ai une responsabilité dans la commission qui s'occupe de l'immigration et des frontières, où je suis même coordinateur de mon groupe des Patriotes pour l'Europe. Et puis, j'ai la faiblesse de penser que mon passé d'ancien directeur de l'agence Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières et gardes-côtes, a dû influencer un petit peu le panel qui a sélectionné les orateurs. Alors, pour première réelle question, et on va directement aborder la question de l'immigration, de la remigration, etc. Le 24 novembre dernier, avec d'autres députés du Parlement européen, vous avez publié une question parlementaire portant sur les faux demandeurs d'asile. Quels en sont, selon vous, les effets concrets sur la gestion des frontières et la politique d'asile européenne ? Les faux demandeurs d'asile, désolé de le dire comme ça, c'est la majorité de ceux qui présentent des demandes d'asile en Europe. En fonction des années, vous avez entre 70 et 80%, en fonction des années et en fonction des pays d'Europe, vous avez entre 70 et 80% des demandes d'asile qui sont rejetées parce qu'elles ne sont pas justifiées. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de détournement du droit d'asile. Et les personnes, malheureusement, qui sont parfois vraiment en situation de détresse dans leur pays, parce qu'il y a une guerre, parce qu'ils sont pourchassés par une dictature, eh bien ces personnes, finalement, n'ont pas accès à la protection internationale, alors que d'autres qui instrumentalisent, grâce à des organisations criminelles qui les exploitent, ils arrivent à instrumentaliser le système, c'est-à-dire qu'ils se font transporter pour de très cher et dans des conditions totalement inhumaines et vers l'Europe. Ensuite, il y a des passeurs. Il y a des ONG en Europe qui, sous couvert d'être humanitaires, en réalité, ont un objectif militant de faire entrer le plus de migrants dans nos pays. Et puis, vous avez le pacte asile-migration, qui est une abomination absolue, qui a été adopté par l'Union européenne juste avant les élections, c'est-à-dire juste avant nos grandes victoires au Parlement européen. Et ce pacte asile-migration part du principe que tout le monde qui veut demander la protection en Europe doit physiquement arriver sur le territoire européen. Résultat, c'est une prime aux organisations criminelles, c'est donner du crédit à toute cette idéologie des ONG. Et ce qui est proprement scandaleux dans le pacte asile-migration, c'est que ça oblige les États à légaliser, à accepter quelque chose qui a commencé par une action criminelle pour transporter ces gens vers l'Europe. Et puis surtout, le pacte asile-migration oblige à redistribuer tous ces migrants, tous ces demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. Mais comme je vous dis que 70 à 80% sont déboutés du droit d'asile à la fin de la procédure, ce système n'est pas bon. Alors ce système n'est pas bon. Nous avons eu le 3 décembre au Parlement européen un vote qui, de mon point de vue, mais aussi du point de vue de la gauche d'ailleurs, est le début du démantèlement du pacte asile-migration. Nous avons, en formant une majorité, le groupe des Patriotes pour l'Europe, avec
les Européens conservateurs et réformistes, les nations souveraines d'Europe, nous avons réussi à peser sur le PPE et faire en sorte que le PPE s'appuie sur cette majorité, on va dire, que certains appellent les majorités Venezuela, mais peut-être que c'est plus compréhensible de dire une majorité Union des droites. Et nous avons réussi à faire adopter un texte qui permet de dire à une personne, nous ne prenons pas votre demande d'asile parce que vous pouvez aller dans un pays tiers sûr, c'est-à-dire un pays hors de l'Europe, où il ne va rien vous arriver de mal. Et dans certains cas, et nous avons une liste de pays d'origine sûrs, on peut aussi leur dire, votre pays, le pays dont vous avez la nationalité, n'est pas un danger pour vous, et donc vous pouvez rentrer là-bas. Donc ça, c'est très important pour espérer, je dirais, mettre un terme à cet abus du droit d'asile. Alors, par ailleurs, l'Union européenne semble quand même admettre que l'immigration de masse pose un problème, mais ces réponses restent limitées. Quels sont, à votre avis, les freins principaux qui empêchent l'Union européenne de mettre en place aujourd'hui des solutions efficaces ? Je dirais le rapport de force politique a commencé à changer avec les élections européennes de 2024, mais il n'est pas encore arrivé à ce que je souhaite être notre objectif, c'est-à-dire de devenir la référence, et qu'en tout cas nos idées, quand je dis nos idées, ce sont les idées qui ont pu se retrouver dans ce vote le 3 décembre pour faire adopter les 2 textes pays tiers sûrs. Il faut que nous ayons encore davantage de sièges au Parlement européen, et il faut aussi que, dans le même temps, à chaque élection nationale, nos partis politiques gagnent des électeurs, gagnent des positions dans nos pays, et que surtout, ils soient au gouvernement, soit en étant majoritaires, eux tout seuls, soit dans des coalitions qui, de toute façon, ont une politique ferme sur l'immigration. Parce que quand vous avez un grand nombre de gouvernements de cette couleur politique, de cette coloration politique dans chacun de nos pays, ça veut dire qu'au Conseil de l'Union européenne, là où se réunissent les États, au niveau des ministres, au niveau des premiers ministres, ou des chefs d'État, ça veut dire que ça change la donne. Et pour le moment, on n'est pas encore arrivé là, mais il arrive quand même, de manière de plus en plus fréquente, que nos arguments soient entendus parce qu'il y a une colère forte de nos concitoyens. Nos concitoyens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de voir leur ville transformée. Ils n'en peuvent plus de voir cette délinquance. Ils n'en peuvent plus de voir l'insécurité, notamment les femmes exposées, par exemple, dans les transports, on le voit dans les grandes villes françaises, mais on voit aussi dans tout un tas de villes moyennes une insécurité explosée, une délinquance, un risque terroriste parce que des réseaux terroristes et une idéologie islamiste, et je dirais aussi islamo-gauchiste avec la complicité de certains partis comme LFI, eh bien, tout cela crée un malaise dans la société. Et malheureusement, ça se produit aussi dans d'autres pays européens. Alors, vous avez déjà répondu à ma question, justement, donc je vais vous en poser une autre. Vous plaidez donc pour la sécurisation des frontières et une réforme du régime d'asile. Mais que faire concrètement des millions de personnes déjà arrivées en Europe ces dernières années ? Et la remigration est-elle une solution réaliste ? Et quels sont les moyens pour véritablement la mettre en place ? Je crois que le mot remigration, en fait, selon ceux qui l'utilisent, recoupe des réalités très, très différentes. Moi, je pense que pour en tout cas parler de choses concrètes et possibles, il faut d'abord s'intéresser à tous ces étrangers qui sont en situation illégale. On peut estimer, selon les sources, qu'il y a jusqu'à 1 million d'étrangers en situation illégale en France. Donc vous pouvez imaginer que c'est pareil dans d'autres pays européens et que donc on a plusieurs millions d'étrangers en situation illégale dans l'ensemble de l'espace de l'Union européenne. Il y avait aux États-Unis une estimation, avant la réélection de Donald Trump,
qu'il pouvait y avoir jusqu'à 10 millions d'étrangers en situation illégale dans l'ensemble des États-Unis. Donc face à cela, il faut être d'abord outillé avec des lois fermes pour pouvoir faire les expulsions. Moi, je préfère parler d'expulsion parce que dans le jargon européen, on parle des éloignements. Bon, expulsion, ça veut dire les gens ne sont pas en situation légale, on les renvoie chez eux par la force et on arrête cette culture un peu, je dirais, naïve qui s'est développée malheureusement sous l'influence de la Commission européenne, mais aussi des ONG qui infiltrent la Commission européenne et les agences européennes. Et donc, il s'est développé dans la dernière décennie une espèce de laxisme, je dirais, d'amollissement de la culture qui, normalement, est nécessaire pour mettre en œuvre des expulsions efficaces. Il y a aussi des personnes qui sont en situation légale, des étrangers en situation légale, mais qui menacent l'ordre public et la sécurité nationale, voire qui gravitent dans des réseaux islamistes, des réseaux terroristes ou prêts à basculer, ou qui en tout cas sont dans une espèce d'écosystème de complaisance avec l'islamisme, qui est un danger mortel pour la France et pour nos nations en Europe. Donc je pense que déjà avec ceux qui sont en situation illégale, ceux qui sont une menace pour la sécurité et l'ordre public, on a là un programme prioritaire qui nécessite d'être bien outillé, parce que tout cela veut dire aussi, à mon sens, avoir des rétentions, des capacités de rétention administrative. Ça veut dire qu'il faut mettre la pression très forte sur les pays d'origine afin d'obtenir les documents nécessaires pour les renvoyer, pour les expulser, ce qu'on appelle les laissez-passer. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt à mener un rapport de force sur la scène internationale avec les pays d'origine. Ça veut dire que ce rapport de force, il doit pouvoir utiliser l'arme du refus des visas. Prenez le cas de l'Algérie. L'Algérie qui cherche à humilier la France, à refuser systématiquement de reprendre ses ressortissants lorsque nous les expulsons, eh bien, il faut, face à cela, pouvoir dire que ça sera 0 visa pour les nationalités dont les gouvernements ne coopèrent pas lorsque nous renvoyons des étrangers en situation illégale. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une série d'actions qui doivent être prêtes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie politique avec une vraie volonté, et ça veut dire qu'il faut des moyens aussi. Il n'y a pas seulement des centres de rétention, il faut des moyens pour transporter ces personnes, pour les raccompagner. Il faut des effectifs, des personnels pour faire ça. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Alors, je vais rebondir sur quelque chose. Pensez-vous que l'Union européenne est aujourd'hui assez forte pour faire pression justement aux pays d'origine ? Les choses, je dirais, ont longtemps été tabous. Dans la bulle bruxelloise, dans la bulle des institutions européennes, quand on commençait à dire on devrait refuser de délivrer des visas comme moyen de rétorsion, ou bien on devrait conditionner l'aide au développement, la conditionner à des critères de bonne coopération en matière migratoire. Pendant très longtemps, c'était tabou, c'était considéré comme immoral. On disait non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon. Ça a commencé timidement à évoluer un peu, mais le compte n'y est pas. On n'est pas encore dans une vraie fermeté pour, je dirais, soutenir ce genre de politique, exiger ce genre de politique et surtout ne pas flancher en cours de route. On voit ici ou là, dans des projets de texte, des velléités de mettre ce genre de critères. Donc je pense que le rôle de député européen de ma famille politique, c'est de pouvoir être vraiment là pour insister, pour, je dirais, s'assurer qu'on va le mettre dans les accords là où il faut et qu'on va passer aussi aux travaux pratiques. Il ne suffit pas d'inscrire quelque chose dans un texte, mais il faut aussi l'appliquer.
Mais voilà, c'est un autre axe, je dirais, d'effort sur lequel il va falloir vraiment travailler au Parlement. Et de la même façon, il faut que les gouvernements nationaux, que les gouvernements aillent dans ce sens-là pour qu'au Conseil de l'Union européenne, il y ait de plus en plus de gouvernements qui pensent comme ça. Et c'est la seule manière d'y parvenir si je dirais, on ne peut pas le faire tout seul au niveau national, puisque bon, nous sommes dans l'Union européenne, nous voulons améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en étant membre de l'Union européenne, c'est la position du Rassemblement national, et donc c'est aussi comme ça que nous pouvons, je dirais, fidèlement appliquer le mandat que nos électeurs nous ont donné. Alors pour terminer cette interview, Fabrice Leggeri, selon vos analyses, l'immigration de masse aurait donc profondément transformé les sociétés européennes, villes dangereuses, économies fragilisées, services sociaux saturés. Quelles priorités politiques et opérationnelles faudrait-il mettre en œuvre justement pour limiter ces effets et restaurer l'ordre aujourd'hui? Alors, vous avez raison de dire qu'il y a toute une série d'impacts au-delà de l'insécurité et de la criminalité. Il y a tout ce volet social, tous ces abus de l'aide sociale. Par exemple, en France, l'aide médicale d'État qui fait que quand vous êtes en situation illégale, et voire même quand vous êtes l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, on continue à vous offrir toute la palette des soins, y compris parfois des soins qui sont, je dirais, presque un luxe, et malheureusement un luxe que des Français qui cotisent à la sécurité sociale, qui cotisent à des mutuelles chères, ne peuvent plus se payer. Donc il faut, par souci de justice sociale, mais aussi pour ne pas être, si vous me permettez de le dire ainsi, le pays dindon de la farce, eh bien il faut qu'on puisse adapter nos règles, nos lois, pour qu'il y ait zéro aide sociale, zéro bénéfice social à ceux qui se maintiennent sur notre territoire en situation illégale ou qui sont une menace à l'ordre public et à la sécurité. Ça, c'est un élément. Après, il y a d'autres éléments un peu plus, je dirais, avec des effets de moyen long terme. Et là, il faut penser à l'avenir et penser à l'avenir de nos nations, penser à l'avenir de la France. C'est le droit de la nationalité. Vous voyez qu'à Mayotte, par exemple, le gouvernement, l'un des gouvernements qui est tombé ces dernières années, mais avait suivi finalement, mais uniquement pour Mayotte, une préconisation du Rassemblement national qui est de dire on ne veut pas un droit du sol automatique. Il ne suffit pas d'être né sur le territoire français pour que automatiquement cet enfant devienne français. C'est très important parce que ça permet, le moment venu, ça peut toujours permettre à quelqu'un qui souhaite vraiment et sincèrement devenir français de se faire naturaliser, de remplir des conditions. Ça nous permet aussi de vérifier que nos valeurs républicaines, des valeurs, notre mode de vie, notre civilisation française fait bien partie du mode de vie de ces personnes. Je pense que l'égalité entre les hommes et les femmes est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui font qu'on doit pouvoir vérifier qu'avant de donner la nationalité à des gens qui sont étrangers, eh bien qu'on puisse s'assurer de leur bonne intégration dans la République française. Fabrice Leggeri, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous pour cette interview.